On va revenir avec quelque chose de court. Très court. Très très court. En plus, c'est même pas moi qui l'ai écrit. T'es sérieux? C'est pas moi qui l'ai écrit. Bien. C'est Eric Eschiman. Salut. Bonjour Salut, Jacqueline. Jacqueline. Donc Bon. René, tu commences, ta référence c'était le périple structural De Milner, exactement. Juste, je vais juste vous dire comment un critique, comment ça a paru dans la presse, le périple structural. Le structuralisme est mort. Il est aussi souvent oublié. Donc là, Eric Eschiman, en 2008, disait que Milner fait l'examen post-mortem d'un projet théorique très puissant, un moment politique, une doxa, un effet de mode. Il réduit à son noyau le structuralisme, apprend que l'être n'est pas une substance, qui n'existe jamais en soi, mais toujours dans la différence avec un autre être. Alors ça, je crois que c'est vraiment le point important en lien avec Lacan. C'est vraiment le structuralisme. C'est quelque chose qui est compliqué à comprendre, moi je trouve vraiment compliqué, pas simple, la structure c'est pas simple. Milner dit même que c'est un indéfinissable dans son bouquin à la page 212. Et enfin, pour dire que c'est un peu bizarre comme il le définit, la structure est l'élément et l'élément est la structure. Donc c'est vraiment une sorte de réduction à un point zéro, enfin un point de départ pour réfléchir tout le reste. Et la question de la différence est donc fondamentale dans toute la linguistique. Donc, j'ai choisi de voir comment, finalement, de quoi Lacan s'arrache par rapport au structuralisme. Parce qu'il y a un problème avec le structuralisme, dans le structuralisme, il y a une sorte de symétrie actif-passif qu'on retrouve aussi bien chez De Saussure avec le signifiant, le signifié, qui n'ont pas tout à fait le même sens que chez Lacan, mais aussi chez Jacobson, il y a une symétrie, et ça c'est aussi une critique qu'on lui fera, d'être dans la symétrie avec la métonymie et la métaphore. C'est dans le périple structural que j'ai appris ça. Mais je vais commencer par dire quelques mots de Saussure, parce que ça vous permettra de savoir d'où on part et comment Lacan justement se dégage de ça. Alors, j'ai commencé par... Je vais simplement citer et faire des liens avec avec la première question. Donc le cours de Saussure, vous savez que c'est pas paru de son vivant, mais après, ouvrait les voies d'une méthode de connaissance nouvelle. Il y a toute une période entre 1860 et 1960, pratiquement 100 ans, où on s'intéresse à la question de la langue, mais la langue comme objet objectif, sans la question du sujet de l'énonciation. C'est bien là où Lacan fera toute la différence et qu'il obligera aussi à se dégager de la linguistique de manière générale et du structuralisme. Une méthode de connaissance nouvelle, sinon d'une vision du monde nouvelle, qui se substituerait à la version sartrienne du marxisme, jusque-là régnante. On aura reconnu le structuralisme dans sa version plus spécialement sémiologique. Donc la linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même. Donc vous voyez là aussi pourquoi Lacan va se dégager gentiment de cette notion, parce qu'il exclut, Lacan n'a jamais pris la langue pour elle-même et en elle-même. L'objet de la linguistique est là, donc la langue comme un système de signes. Donc là vous entendez, ce que je veux faire entendre, c'est vraiment ce côté objectif, un système de signes qui permet, au départ c'était des critiques littéraires, étudier les œuvres, etc. C'est comme ça que ça a démarré. Lacan s'en distingue, s'en dégage. Ensuite, page 21, je vais être le plus court possible, mais vraiment des petits flashs comme ça. La linguistique aux yeux de Saussure, qui ne parle pas encore de structuralisme ou de structure, c'est vraiment la linguistique aux yeux de Saussure, comme de tous ses contemporains, a pour noyau dur la grammaire comparée. On voit bien qu'on n'a pas du tout dans qu'est-ce qui fait qu'on parle, pourquoi on parle et qu'est-ce qui fait qu'on dise. Ça c'est vraiment important.
Donc ça se propose d'expliquer les ressemblances constatées entre les diverses langues par leur relation. En fait, c'est ça le prototype de linguistique commun. C'est une sorte de linguistique comparée. Page 21, page 26. En résumé, donc chez de Saussure, il y a la linguistique dite historique n'est rien de plus qu'une comparaison entre les langues. Vous voyez que dans Lacan, ça ne sera pas ça dans ce qu'il va dire dans Radiophonie. Une langue ne change pas de propriété suivant qu'on l'envisage pour elle-même ou qu'on l'envisage dans une comparaison. Ça, c'est toujours du côté de Saussure. Une langue ne change pas de propriété suivant qu'elle est attestée par des documents ou qu'elle se situe au-delà de l'observation directe. On voit qu'on est dans un système assez fixe, qui se veut scientifique et objectif, objectivant de la langue, du langage, de l'écriture, de l'analyse de l'écriture. Tu veux dire quelque chose? Oui, parce que j'avais aussi un peu lu le cours de linguistique générale de Saussure, où il fait une distinction par contre entre langue et langage. Parce que, bon, on discutera après, mais Lacan dira après que le langage est la condition de l'inconscient. Je me suis demandé quelle est la différence entre langue et langage. Et dans ce cours, Saussure fait une différence entre les deux, en disant en effet que la langue est quelque chose de social et quelque chose de fixe, une unité. Il se penche beaucoup sur la langue, alors que le langage est quelque chose de beaucoup plus hétérogène, parce que c'est inclut l'individu et le social. Et Saussure, il a essayé donc de mettre en avant la langue parce qu'il voulait faire de la linguistique une science avec une unité entre guillemets objective et fixe. Mais après, la question moi que j'ai, c'est quoi la différence entre langue et langage? Parce que Lacan parlera de langage. Alors, moi je dirais que Saussure a lui-même fait une différence quand il s'est intéressé aux anagrammes. Et l'anagramme, c'est vraiment la partie qu'il ne va pas mettre en avant, enfin c'est Starobinski qui l'a mis en avant, et c'est là où apparaît la question la question du sujet, de la chose, de ce qui cause la parole. C'est intéressant de voir comment il a, dans sa propre science, enfin dans ce qu'il a essayé de faire, mis d'un côté un machin tout à fait objectif de l'étude de la langue, et puis de l'autre côté, le langage, il n'a pas vraiment développé ça, excepté en privé dans tout son... Enfin, il y a quelqu'un qui va présenter, je crois, la question des anagrammes. Et ça, je trouve... voilà, c'est toi. Hein. Et ça, je trouve intéressant de voir comment il a distingué les choses. Et Lacan, dans son texte, dit d'ailleurs que c'est... il pointe de Saussure et les anagrammes en montrant que c'est plutôt là que se jouait quelque chose et pas tant dans son cours de linguistique générale. Donc, d'ailleurs, dans son cours, le concept principal primitif, c'est le signe. Mais le signe, pas du tout, dans le sens lacanien. Et puis, en plus, même s'il parle du signe, il ne fait pas une théorie du signe de Saussure. On n'a pas une théorie du signe chez lui. Il ne se demande pas, Saussure ne se demande pas ce qu'est un signe. Ça, vous avez à la page linguistique. Et quand il parle du signe, c'est le signe linguistique, strictement linguistique, comme il le définit lui, comme une entité psychique à deux faces avec la combinaison d'un concept et d'une image acoustique, qu'ensuite il transforma en signifiant, signifié, mais pas du tout dans la même idée que Lacan. Donc comment dire, vous verrez le lien avec le texte, ça sera aussi quand Lacan va parler du signe, qui n'est pas la représentation de quelque chose pour quelqu'un. Hein, alors que là, on est plutôt chez de Saussure, avec cette idée que le signe représente quelque chose pour quelqu'un. Mais Lacan va complètement se dégager de ça, et ce n'est pas un passage facile quand on travaillera ça. C'est peut-être plus dans la question 2 d'ailleurs que dans la question 1. Donc, pour Saussure, le propre du mot est donc de pouvoir désigner une chose en tant que précisément elle manque. Donc on voit que de Saussure, il est dans la définition aristotélicienne du symbolon, qui représente une chose absente, qui manque. Donc ça c'est l'étymologie de symbolon. Tac. Je vais terminer avec...
Voilà, oh, bon, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la symétrie. Le modèle saussurien du signe linguistique est fondamentalement structuré par la réciprocité. Si je souligne ça, c'est parce que Lacan aussi se dégage de toute idée de réciprocité. Il y a vraiment quelque chose après dans le signifiant qui est strictement autonome, enfin qui est... ça n'a rien à voir, il n'y a plus cette notion de réciprocité, et c'est aussi la critique qu'il fera à Jacobson, qui reste lui aussi dans une symétrie, qui est un peu différente. Page 184, si jamais vous avez ce bouquin, vous verrez ça, à page 184, comment il critique Jacobson. Tac, 37. Bonjour. Merci de vous inscrire si jamais sur la feuille. Voilà. Alors, pour aussi une grande différence avec Lacan, vous verrez, le signifiant ne représente pas le signifié pour de Saussure. Il lui est associé, du même coup, le signifié à son tour est associé au signifiant. On voit de nouveau cette symétrie. Saussure construit donc un modèle du signe qui se disjoint de toute théorie de la représentation. Donc par rapport à un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, vous voyez bien c'est cette différence que je veux souligner. Et puis ensuite 34, le signifié saussurien, quand il parle du signifié, n'a rien à voir avec le signifié dont Lacan parle. Le signifié saussurien demeure totalement insaisissable, d'après Milner. Dans la présentation très stricte qu'il en donne dans le cours, il est déterminé par le signifiant. On n'a pas ça chez Lacan. Le signifié n'est pas déterminé par le signifiant. Il y a vraiment cette disjonction de la symétrie, tout en le délimitant et tout en étant radicalement distinct de lui. Tac. Et puis, ensuite, 34, 37. Autrement dit, pour de Saussure, le signifié ne représente rien, mais il permet de s'imaginer qu'il y a des représentations. C'est là où après, Milner fait un lien avec Freud, où il parle de Freud avec la Vorstellungsrepräsentanz, le tenant-lieu de la représentation, tel que le reprend Lacan. Par contre, quelque chose qui est commun à Lacan et de Saussure, c'est que le signe est quand même, signe linguistique est arbitraire. De Saussure, il soutient quand même cette notion de l'arbitraire. Et puis je termine avec 41. Ça, c'est ce qui me paraît important. Voilà. Ça, je terminerai avec ça pour le périple structural. Qu'est-ce qui permet de dire qu'une entité linguistique existe ou pas? Quelles sont les propriétés d'une entité? Il s'agit d'obtenir le maximum de propriétés à partir du minimum possible d'opérations. En fait, il n'y a qu'une seule opération qui est importante, et là je fais le lien avec Lacan, c'est la question de la division. Vous savez que Lacan, la question de la division, de la coupure sera très important. Soit donc l'hypothèse, une propriété ne peut être obtenue que par la seule opération de division ou de coupure. Donc ça c'est vraiment fondamental, parce que ça c'est vraiment quelque chose dans lequel Lacan est à fond dedans. Alors que là, c'est vraiment sur le plan linguistique. Et ça explique, ça éclaire aussi pourquoi la structure, c'est cet élément, comment dire, la structure est l'élément, et l'élément est la structure. Et puis, où est-ce que j'ai noté ça? J'arrive plus à voir où j'ai noté ça. Si on veut, cet élément, la structure, c'est l'élément qui est divisé de tous les autres, séparé de tous les autres éléments, et qui permet l'articulation entre tous les éléments. C'est un peu dans ce sens-là. L'entité linguistique, il n'y a de propriété donc que différentielle. Une entité linguistique n'existe que par la rencontre entre le son et la pensée. Or, cette rencontre, c'est cela que Saussure, faute de mieux, appelle un signe. Le signifiant et le signifié d'un signe donnent
données ne tiennent ensemble que par l'enserrement où ce signe est pris. Donc là, on voit que ça, c'est Saussure et la linguistique. Mais donc, on voit comment Lacan se saisit quand même de certains éléments de la linguistique et ensuite de la structure du structuralisme, mais pour s'en dégager, parce que justement, dans le langue, pas la langue, mais dans le fait de parler, le langage, il y a un élément supplémentaire qu'il nommera dans la première question, la chose, la question de la chose. Je ne sais pas si c'est la première ou dans la deuxième question d'ailleurs. La deuxième question. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais et puis, je ne sais pas qui est-ce qui vient pour présenter ce que lui a préparé, ou elle a préparé. Mais c'était pas Jacqueline qui devait nous faire un petit topo sur les différentes écoles linguistiques? Non, enfin, je m'étais proposé à lire dans le Bible structural, mais j'ai rien fait. Ah, là, ouais. d'accord. Alors, sur les différentes écoles Parce linguistiques. qu'il y avait différentes. Non, mais donc on n'est pas séparé les. Vraiment, moi, je n'ai pas noté ce que tu dis là, de cette séparation, de cette attente. Alors moi, j'ai regardé les différentes écoles. Alors là, vraiment deux mots. Hein, le Cercle linguistique de Prague développe des méthodes de critique littéraire sémiotique de 1928 à 1952. Aussi, vous situez cette période où c'est vraiment très très fort. Et, composé d'émigrés russes principalement, et Roman Jakobson faisait partie de ce groupe hein, là-dedans, avec d'autres noms que je ne vais pas vous citer. Dans ses travaux écrits en français, c'est dans ces travaux de l'école linguistique de Prague qu'apparaît pour la première fois le terme de structure dans son sens linguistique. C'était dans un manifeste de 1929. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler de structuralisme. Mais là, il y a vraiment l'idée d'étudier la fonction dans le langage, comment dire, de décortiquer avec la phonologie, la sémiologie, la phonétique, enfin il y a différentes choses comme ça qui seront développées. Ensuite, il y a le formalisme russe, c'est une école de linguistique de théoriciens de la littérature, on voit qu'au départ c'est parti de là, hein, de 1914 à 1930, révolutionna le domaine de la critique littéraire en lui donnant un cadre et une méthode. Là-dedans, il y a le groupe de Moscou qui est mené par Roman Jakobson aussi, et c'est eux qui influenceront considérablement la sémiologie, la linguistique, et notamment par le biais du structuralisme. Ça, c'est le formalisme russe. Ensuite, dernière chose, il y avait l'école linguistique de Kazan. L'école de Kazan, là je vais être très bref aussi, fondée par Kazan, c'est une ville, hein, si jamais, de Russie, à l'ouest de la Russie. Baudouin de Courtenay, 1845 à 1929, c'est un linguiste polonais qui a toujours contesté le nom d'école de Kazan, mais qui lui parlait d'un cercle d'études. Il est surtout connu pour sa théorie du phonème et de l'alternance phonétique. Donc là, il y avait vraiment l'étude de l'unité de base de la phonologie du langage. La phonologie, ça étudie l'organisation des sons, alors que la phonétique étudie le son en soi. Hein, donc il y avait vraiment toute une émulation de réflexion autour de ça. Je vais pas en dire plus, laisser la parole à quelqu'un d'autre, que je prie de venir s'asseoir là. C'est qui, Alexandre? C'est moi, non, c'était écrit, c'est moi. Ah, d'accord. Je vous ai écrit comme quoi je faisais sur le périph' structural, mais que j'avais pas eu le temps de bien préparer, en fait. ok. Donc, si... Désolé. C'est ça, on était très nombreux sur le périph' structural. Ouais. Moi, franchement, je veux dire que je me suis dit qu'il y avait assez de monde. Si c'était que la première partie, non, mais la première partie, il y a toutes ces personnes qui ont parlé. Il y a sur l'anagramme, il y avait le texte de Sandra. C'était tout dans la première partie, ça, non? Oui, enfin toutes les références que vous avez lues, c'est pour la première partie. Non, mais c'est pour ça, moi, le périph' structural, franchement, c'est zappé. Vraiment, je n'ai même pas eu un état d'âme. Bonjour, merci de vous inscrire. Prêter ta feuille là, juste sur les écoles, ton imprimé sur les écoles là, tu peux me prêter tout ça. Alors on a fait un sort à la linguistique.
Il y avait des personnes qui avaient quelque chose à dire sur la linguistique. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait des textes de Sandra ou... Moi j'ai le même justement, c'est celui. Moi je crois que je parle de la linguistique. Toi, tu parles. Alors, Je parle de viens. la linguistique, oui, au sens platonicien. Quelqu'un d'autre parle de la linguistique? Toi, tu... Moi j'avais Jacobson justement. Jacobson, bah, tu peux venir dire un mot? Mais non, mais justement, il nous a dit qu'il n'avait pas reçu le lien. Ah, pardon. Oui, c'est juste. C'est juste. J'ai dit que je pouvais le faire en 5 minutes. Oh, Mais si vous avez dit, je prends aussi, mais j'essaie en 5 minutes. vas-y déjà. Ah, si ça implique que tu le lises très vite. Alors, je vous propose quand même de reprendre. Pourquoi j'ai mis écrit, c'est dans les autres écrits. Le passage où que ce sujet soit d'origine marquée de division, que ce dont la linguistique prend force au-delà des badinages de la communication. On est où? Laquelle Page 405. Page 405. Ah oui, mais... Donc je lis déjà ce passage-là parce que c'est ça que je vais essayer d'attraper avec Kratil. Parce qu'il parle de Kratil là, et puis que Vincent devait présenter avec la révélation. Oui, force à mettre le poète dans son sac. Alors, le poète, ce produit d'être, qu'on me permet de traduire celui qui le démontre, mon ami Jacobson en l'espèce, ce produit d'être manger des vers. Donc ça c'est vraiment lacanien. Manger des vers, les vers que le poète fait et les vers qui vont manger son corps, qui trouvent entre eux leur arrangement, donc les vers trouvent entre eux leur arrangement sans se soucier, c'est manifeste, de ce que le poète en sait ou pas. D'où la consistance chez Platon de l'ostracisme. Alors là, Dominique et moi, on n'a pas trouvé où il parle d'ostracisme, mais je suppose, moi, parce que j'ai aussi cherché dans la République, l'ostracisme dont il frappe le poète en sa République. En fait, il n'en parle pas du poète, c'est ça l'ostracisme. Donc il n'en parle pas du poète, il parle de tout un tas de personnages qui sont essentiels pour vivre dans une société. Et on pourrait dire aujourd'hui, avec le Covid, ce qu'on voit bien, c'est que les artistes, on n'en a rien à battre. Et même Macron a oublié de les citer dans son discours. Il n'a pas parlé des artistes. Donc le poète, c'est l'artiste. Et de la vive curiosité. Donc il ne s'intéresse pas au poète, mais il montre une vive curiosité, donc Platon toujours, dans le Kratil, pour ces petites bêtes, que lui paraissent être les mots à n'en faire qu'à leur tête. Je trouve intéressant l'idée que ce n'est pas le sujet qui fait les mots, mais c'est les mots qui font le sujet. Les petits mots n'en font qu'à leur tête, et celui qui les utilise, il ne sait pas comment il est mangé par les vers. On voit combien le formalisme fut précieux à soutenir les premiers pas de la linguistique. La linguistique, Lacan l'appellera la linguisterie, faisant consonner avec cuistrerie. Et le passage de Kratil que cite Lacan le démontre. Ça jouit plein pot. Ces deux personnages avec lesquels Socrate communique. Alors dans communiquer, on entend aussi, je coupe le mot en deux, ça jouit. Kratil est philosophe, disciple d'Héraclite l'Obscur, le maître de Platon avant Socrate. Mais il est présenté dans le texte comme plus jeune que Socrate. Donc il fait une fiction littéraire, là. Il montre un Kratil qui est en fait, qui a l'âge plutôt d'être son élève. Tel Agathon dans le banquet. Alors si vous vous rappelez un peu du banquet, que Lacan a beaucoup traité dans le séminaire 8, dans le banquet, Agathon c'est un jeune poète qui vient de gagner le prix de poésie, et puis dont tout le monde est amoureux. Socrate est amoureux de lui, Alcibiade est amoureux de lui, et puis Platon est montré comme un type qui racontait des crétineries, on pourrait dire à la Lacan des conneries, sur l'amour, parce que cette assemblée de tantous, il appelle ça comme ça, ces hommes qui sont en train de traiter la question de l'amour, ils viennent dire à peu près n'importe quoi, et Aristophane arrive même sous, bourré comme une huître, et il a le hoquet, ce fameux hoquet d'Aristophane. Moi c'est là, je suis prof de latin et de grec, c'est là que j'ai compris que quand même Lacan nous rendait vivants ces textes anciens. Là où beaucoup de mes professeurs les faisaient mourir une deuxième fois, grâce à Lacan, je me suis mise à les relire et à les trouver beaucoup plus vivants que les textes modernes. Donc Platon oppose dans ce texte Kratil, parangon des linguistes, au Agathon, parangon des poètes. Les deux personnages sont jeunes, Socrate les aime beaucoup, mais il se moque ironiquement de leur rapport au savoir. Ça c'est un peu personnel parce que je pense que même si Rousseau l'a dit, c'est pas sûr que ce soit une version... je pense que c'est ce que Lacan dit. Mais ça, c'est très... Le nom d'Hermogène. Alors, on s'intéresse beaucoup au nom propre. Le nom d'Hermogène est en soi une mauvaise nomination, puisque Hermès
c'est le dieu des voleurs et des voyageurs. Et donc Hermogène, qui est un sophiste, il est pauvre. Mais il est le fils d'Hermès. Hermès est riche, donc ça paraît bizarre. Donc Hermogène est connu dans l'Antiquité pour sa pauvreté. Ce qui est intéressant aussi chez les anciens, que je pense qu'il y a dû aussi amuser Platon, c'est qu'on faisait ce que... Ah, j'ai oublié mon bouquin. Ce qu'on faisait, et si vous voulez lire un truc qui vous rend ça très vivant, il faut lire cette femme qui est entrée dans l'Académie française et qui donnait des cours à Lacan. Mais il ne l'a jamais payé pour ça. Hein. Il faut lire ce bouquin, c'est juste génial. Jacques, le sophiste, où elle raconte ce qu'elle a appris du Cratyle pour s'occuper des psychotiques. Qu'elle lisait ça quand elle faisait des camps de scouts avec des psychotiques. Génial, cette nana. En plus, elle est belle comme un cœur. Alors, c'est bizarre pour un sophiste d'être pauvre, parce que normalement, il faisait du fric avec la parole. Et c'est ça qui fait que les psychanalystes, normalement, sont moqués, ils font de l'argent. Ils se font payer pour parler, ou pour écouter quelqu'un parler. Donc c'est... Je vais après lire peut-être un petit bout. Donc nous avons la mauvaise habitude, nous, de considérer Socrate comme l'ancêtre de la psychanalyse, et avec un certain mépris, les sophistes comme des vendeurs de discours. Or, ce qu'elle montre là, et ce qu'elle a appris à Lacan, c'est le contraire. Socrate est une sorte de moraliste, et les sophistes sont extrêmement brillants linguistes. C'est donc sur le Cratyle que s'est soutenu Barbara Lacan. Barbara Lacan. Ah, je les ferai tous. Hein, c'est pour ça qu'il ne payait pas. Hein? C'est pour ça qu'il ne la payait pas. D'ailleurs, effectivement, ça a commencé comme ça. Donc, quand il lui a téléphoné, elle l'a tutoyé parce qu'elle croyait que c'est un copain. Et puis quand elle est allée pour se faire payer chez Gloria, eh ben, il lui a dit un autre nom, il ne savait pas qui c'était, et il ne lui a jamais donné l'argent pour le texte qu'elle a fait sur la doxographie. À lire, c'est vraiment très, très, très sympa. Voilà, elle dit qu'elle s'est attrapée, qu'elle s'est saisie du Cratyle pour attraper quelque chose du rapport à la langue si poétique des jeunes adolescents psychotiques, tic comme chaotique avec soit C-A-H-O, soit C-H-A-O, avec lesquels elle travaillait. Ce qui agace chez les lacaniens, comme chez les sophistes, c'est outre leur culture, leur goût pour les étymologies bidons. Et pourrait-on ajouter leur rapport sophistique avec l'argent. C'est exactement ce qui se produit dans le Cratyle. Socrate commence ce discours en examinant les mots, y compris les noms propres, en les décomposant, en les mettant en relation avec d'autres par rapport à leur sonorité. C'est ce que Lacan appelle des vers, jouant de l'homophonie entre les vers de terre et les vers du poète. Poète, ce serait donc pour Lacan l'horizon de la formation du psychanalyste, puisqu'il dira n'être lui-même pas poitassé. Il avait pourtant essayé, et il y a un poème, si vous avez vu dans mon texte, c'est un poème que Lacan avait écrit lui-même quand il était plus jeune. Donc lui, il dit Lacan qu'il n'était pas un poète, mais un poème, et c'est peut-être ça que signifie un corps parlant, un poème. Le mot grec poésie, je le rappelle peut-être parce que le mot grec vient de poio, qui veut dire faire, créer. Donc un poète, c'est le créateur, c'est celui qui fait. Donc le langage crée, et pas l'être humain crée le langage. Je pense que si dans le banquet, la question était l'amour dans le Cratyle, donc c'est la langue. Lacan nous a présenté un Platon à mourir de rire dans le banquet, et avec Aristophane, et Socrate, dans ce discours du Cratyle, délire avec des sophistes sur l'origine de la langue, sur la création du langage et son rapport à la vérité. Alors bon, je pense que le rapport... Socrate, par exemple, il met en lien la vertu, arrêtait, donc dans la consonance, avec le aéréon, aé veut dire toujours, hein, comme dans éternité, et puis réon, couler, mais aussi avec ce qu'il convient de plus choisir. Haeretotate, vous savez que Jacques-Alain Miller a parlé de hérétique en parlant de RSI, et donc aeretotate, c'est ce qu'il faudrait le plus choisir. Donc on fait des jeux de mots qui sont bidons, parce qu'on ne peut pas faire un jeu de mots avec haere et puis arrêter la vertu. C'est juste des petites lettres qu'on met ensemble. Avant, tu as beaucoup parlé de éléments. Je rappelle que pour les Romains, par exemple, dans le Quintilien, il y a un passage où on ne dit pas alphabet, on dit elementum. Donc L, M et N, ces petites lettres ont donné le mot élément. On fait des étymologies bidons. Cicéron, il en faisait tout le temps. C'était une sorte de jeu de mots entre intellos. Questionné par Hermogène sur l'origine du mot cacone, parce que tout le premier passage du Cratyle, c'est un discours avec Hermogène. C'est seulement à la fin qu'il y a un Cratyle. Socrate, chaque fois qu'il ne trouve pas d'où ça vient un mot, par exemple cacone, il ne sait pas dire d'où ça vient, il dit qu'il recourt à son grand expédient, c'est d'origine barbare. C'est un peu comme Stéphanie de Monaco, vous savez, dans les jeux
télévisée. C'est vraiment un truc, quand on ne sait pas d'où ça vient, c'est d'origine barbare. Franchement, pour moi, ça fait ridicule. Et donc, il y a quelque chose de cette répétition-là qui me fait douter un tout petit peu du sérieux de cette linguisterie chez Cratylin. Qu'on retrouve d'ailleurs dans les écholalies de certains psychotiques. Ainsi explique-t-il l'étymologie du mot lait, aiskron, ce qui arrête toujours le mouvement. Alors, avant, je vous avais dit que ce qui coule toujours, puis maintenant, c'est ce qui arrête ae iskonti torun. Il a donné le nom de aeskorun, qui fait aujourd'hui par contraction aiskron. C'est vraiment n'importe quoi, mais ça sonne bien. Je ne peux m'empêcher de penser que les Grecs devaient hurler de rire en entendant ça. Et on arrive après au mot, alors le mot le plus important pour Platon, c'est le mot kalon, ça veut dire beau. L'idéal grec, c'est kalon, kagaton, beau et bon. C'était d'ailleurs ça que représentait le beau jeune homme poète. Ceci est plus difficile à entendre, dit Socrate, pourtant ce n'est là qu'une affaire de prononciation et le changement de l'accent et de la quantité de loup. Bon, franchement, ou ça veut dire non. Vous savez, dans Ulysse, quand il dit qu'il s'appelle, quand Polyphème dit qu'il demande à Ulysse comment tu t'appelles, et puis que Ulysse dit je m'appelle personne. Il dit bien métis, mais en fait c'est outis. Suivant, il y a deux négations en grec. Bon, je ne veux pas. Mais Socrate fait alors raisonner que kalon ressemble à kaloun, qui veut dire appeler, nommer. Kaloun qu'on retrouve dans le mot classe. De cette proximité sonore, Socrate déduit que le beau est aussi ce qui a appelé les mots. Donc pour lui, parce qu'il y a une étymologie avec l'idée de appeler, du verbe appeler, ce qui a inventé les mots et qu'il appelle aussi l'intelligence, c'est parce que ça résonne ensemble que ça veut dire beau. Ayant amené Hermogène sur ce chemin, il lui fait déduire de cette homophonie que ce qui a nommé les choses devra produire du beau, puis continue ce travail de découpage de la lettre. C'est là que ça nous intéresse, moi je trouve, avec Lacan. Il trouve ensuite inutile de s'attarder sur certains mots, qui ne désignent que le contraire des mots précédemment traités. Je rappelle quand même que dans les mots négatifs chez les Grecs, il y a tout un passage chez Freud où Freud il parle par exemple d'un mot qui signifie en même temps une chose et son contraire. Par exemple le mot altus, ça veut dire haut, mais altum, ça veut dire la haute mer. Donc la haute mer, c'est la mer profonde. Et il montre qu'il suffisait pour les Grecs de mettre un alpha privatif, et quand même on peut s'interroger sur la naissance de l'objet A qui utilise cet alpha, ce A, cette lettre un peu particulière qui pour les Grecs faisait lettre de négation. Donc je coupe un peu parce qu'après ce sera trop long. On retrouve l'idée que les mots ont fini avec le temps par dire le contraire de ce qu'ils signifiaient autrefois. Donc il y a l'idée de l'autrefois que raconte Socrate, ça veut dire ça parce que ça désignait ça autrefois, qui est le principe de l'étymologie. Donc on aurait perdu le sens des mots que les lettres autrefois arrivaient à désigner. Avant, la lettre arrivait à désigner le mot, donc il y avait une sorte de lien fort entre la lettre et le mot, entre le mot et la chose. Ainsi, avec le changement d'une seule lettre, ne sait-on plus que héméra, le jour, consonne avec chiméra, le désir, qui était le désir de clarté, le désir de voir la lumière du jour succéder à l'obscurité de la nuit. Bon, on dirait du Pascal Quignard, mais il y a quelque chose de cette jouissance du blabla, je trouve. Un passage délicieux nous expose ensuite la théorie de l'amour. Je laisse tomber ? Oui. Je pense que... Moi, j'aimerais juste ajouter un truc. C'est déjà reprendre la première question, de dire... C'est comme cette question que Freud anticipe quelque chose. Et dans la première question, il y a quand même cette idée, avec la démonstration de la linguistique, etc., enfin des différentes écoles, qu'il n'y a rien d'une anticipation, qu'il y a plutôt un renversement. Il part pas dans la linguistique. La phrase où Lacan fait vraiment voler en éclats la linguistique, c'est à la page 406 quand il dit l'inconscient est la condition de la linguistique. Si l'inconscient est la condition de la linguistique, Freud n'anticipe rien du tout. Je veux dire, il est sur un autre plan que la linguistique qui est vraiment la science, enfin, je le dis en général comme ça, la science qui étudie la langue et c'est la grammaire comparée, la phonologie, les sons, etc., dans un sens objectif, sans l'existence de l'inconscient. Je veux dire, cette phrase, elle est d'une violence pour celui qui veut croire à la linguistique énorme. L'inconscient est
la condition de la linguistique, Du langage. de la linguistique, De la linguistique. de la linguistique, Il dit de la linguistique. de la linguistique. Ah oui. Ouais, en bas, il dit, c'est ceux qui font la bourde de dire que l'inconscient est la condition du langage. Ça, c'est encore autre chose. Ça méritera d'être discuté après avec, quand on étudiera. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vole en éclats. C'est-à-dire que la linguistique, ça s'intéresse, si on veut, si je prends la mer, enfin, c'est une métaphore, bah, ça s'intéresse au nombre de bateaux qu'il y a sur la mer, les îles qu'il y a, les différents trucs qu'on peut voir. Et puis, alors que ça ne s'intéresse pas du tout à ce qui supporte tout ça, c'est-à-dire l'inconscient. Et puis l'élément, la structure, elle est finalement dans ce quelque chose, pour Lacan, ce quelque chose, l'élément qui permet le reste, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Mais moi, c'est ça que je trouve intéressant dans cette question. Il y a vraiment une question intelligente du journaliste, mais en même temps, il montre que ce n'est pas les mêmes plans. Donc Freud, il a... Si je peux me permettre peut-être Ouais, vas-y. d'intervenir, parce que finalement, on sait que Lacan, tout l'art de Lacan consiste à transmettre un savoir sans répondre à une question. Et donc il ne nous dit pas des réponses simples, mais il nous transmet quelque chose de la manière dont il nous parle. Et la réponse est dans la manière dont il construit sa réponse. Elle n'est pas dans une réponse qui est donnée. C'est dans Et donc en effet, tout l'enjeu du texte est de nous démontrer l'autonomie du langage contre l'intention supposée de celui qui parle. C'est-à-dire, ça s'inscrit tout à fait, comme je l'avais dit le mois dernier, dans la mouvance foucaldienne, à savoir le on des pratiques discursives et non discursives, repris par Deleuze et ainsi de suite. C'est-à-dire il y a le langage qui a une espèce d'autonomie et en effet qui de son mouvement propre produit des positions d'énonciation où vient se positionner quelqu'un qui parle comme s'il avait une intention. Mais en fait, penser qu'on aurait une intention, c'est déjà donc nier l'autonomie du langage qui traverse les corps des êtres humains. Et donc cette phrase, dès lors que tu cites René, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, dès lors à énoncer que Freud anticipe la linguistique, je dis moins que ce qui s'impose et qui est la formule que je libère maintenant, l'inconscient est la condition de la linguistique, c'est-à-dire on n'a pas à supposer que Freud, le sujet, a l'intention d'anticiper la linguistique ou de quoi que ce soit. C'est juste que Freud est à un moment de l'évolution des matrices discursives où l'invention de l'inconscient, enfin la formalisation de l'inconscient est rendu possible par ce qui est en train de se passer, et le fait que Freud ait lui-même formalisé l'inconscient est une condition de possibilité pour que se dégage la linguistique. C'est vraiment une manière de lire, de faire une épistémologie non centrée sur l'intentionnel. C'est contrariqueurs, le personnalisme, l'idée de l'agent, de l'intention et ainsi de suite. C'est vraiment l'idée que il y a une autonomie des matrices discursives et que les personnes viennent à des moments donnés formaliser des choses qui sont en mouvement. Et on n'a pas à s'imaginer qu'il y a une intention quelconque. C'est juste évidemment des sujets viennent à des places, mais le mouvement dépasse toute intentionnalité. Et c'est en effet dans la question 2, on le verra plus en détail, ce sera l'os, on dit en anglais the bone of contention, l'os de la dispute entre Benveniste et Lacan, où Benveniste vient réintroduire une intentionnalité moïque dans l'appréhension du langage, alors que Lacan essaye au contraire de nous montrer le langage en ce qu'il est, en ce qu'il excède toute tentation ou tentative moïque de contrôler son évolution, etc. Donc c'est des mouvements qui se formalisent ou qui se cristallisent. Je pense que c'est peut-être pour ça que Dominique, tu mentionnais la différence langage-langue, parce qu'il y a une cristallisation d'un système à des moments donnés qui fait que des choses se cristallisent à des moments donnés en fonction de conditions de possibilité qui sont elles-mêmes produites et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment une manière tout à fait contemporaine que Lacan a de faire une épistémologie. C'est-à-dire c'est une épistémologie sans intention, sans agent, sans auteur, sans sujet. C'est vraiment quelque chose de très très contemporain à son époque. Donc je dirais peut-être ça pour reprendre. Donc c'est que finalement cette phrase que tu extrais, c'est ça le contrepoint à Freud anticipe, c'est donc Freud aurait été plus
aurait eu l'intention d'avoir compris, ou bref, et donc c'est là que Lacan prend l'occasion de répondre. Il n'y a pas, c'est pas ça la question. Sans et donc il affirme son point, sans l'éruption de l'inconscient, pas moyen que la linguistique sorte du jour douteux dont l'université fait encore éclipse à la science. Donc en effet, inconscient, condition de possibilité de la linguistique, et pas du tout Freud, précurseur du cercle de Prague. C'est vraiment... c'est ça, c'est l'idée. Mais quand même, ce que je trouve intéressant de rajouter avec le Kratil, c'est que tout le travail que Lacan fera avec la lettre volée, depuis la lettre volée jusqu'à la lecture-à-terre, se retrouve déjà originairement dans ce discours du Kratil. Et si on suit un peu ce que Socrate interroge, moi je trouve que c'est très intéressant pour relire littérature. Voilà, c'est juste ça que j'essaie de dire, parce que je crois, comme tu le dis Véronique, qu'on pourrait dire que Kratil était lacanien. C'est un peu ce que tu dis, il n'y a pas l'idée que Kratil, évidemment, savait que Lacan allait naître, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas plus intelligent dans Saussure que dans Platon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette incapacité de faire avec ces pauvres petites lettres pour dire quelque chose de notre monde qui est de tout temps. Et qui aujourd'hui encore est là dans le par-lettre, ce qui n'est, on ne parle plus d'inconscient avec le dernier Lacan. Et je pense intéressant que là on parle encore d'inconscient et on parle encore beaucoup de littérature, de linguistique. Pardon. C'est intéressant ce que tu dis, parce que on parle encore de l'inconscient, et pourtant l'inconscient, c'est Pierre G. Guéguin qui le souligne dans son commentaire des questions à E2, mais on ne sait plus vraiment de quel inconscient on parle. De l'inconscient de qui? Quel type d'inconscient on parle? Guéguin le formalise comme ça, mais il dit il y a l'inconscient qui sont les pensées refoulées, qui était l'inconscient freudien, puis il y a l'inconscient pulsatile, qui est l'inconscient de position de l'inconscient, et donc Lacan est là à se demander un petit peu qu'est-ce que c'est que cette petite bête que l'inconscient. C'est exactement, c'est pour ça que c'est vert, et puis ces petites lettres, et ces elementa, et puis après ce i qui se déplace dans Himéros, pour moi ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on voit quand même Socrate, qui, c'est clair, ça a de quoi faire rire, et ça faisait rire, et Rousseau disait que ça faisait rire. Il y a quand même quelque chose qui, encore aujourd'hui, c'est pas étonnant que ça passe pas, que ce soit difficile à expliquer quelque chose de ça. Il suffit de faire une blague dans une communauté de psychanalystes, tout le monde rigole, personne n'a compris. On voit bien que c'est ça la jouissance du langage. Il suffisait de voir Béatrice Preziado et puis demander aux analystes de s'annoncer s'ils étaient homosexuels pour voir aussi l'effet du sexe sur ces personnalités. Bon, voilà, donc ça m'a beaucoup intéressée. Mais on te redemandera de peut-être redire quelque chose pour la question 2, parce que tu auras déjà fait ce travail-là. Merci. Merci beaucoup, Violaine. Qui c'est qui se... Qui se trouve logiquement... Bruno. Qui me parle de... Bruno va nous parler des anagrammes Starobinsky et les anagrammes de Saussure. Super. Ouais, les mots sous les mots, des anagrammes de Ferdinand de Saussure. Donc, page 406, c'est ce que tu disais, Véronique, sans l'éruption de l'inconscient, pas moyen que la linguistique sorte du jour douteux dont l'université du nom des sciences humaines fait encore éclipse à la science. Si Saussure ne sort pas les anagrammes qu'il déchiffre dans la poésie saturnienne, c'est que ceux-ci jettent bas la littérature universitaire. Et il rajoute, la canaillerie ne le rend pas bête, c'est parce qu'il n'est pas analyste. C'est pas au passage de... Ouais. En 1906, les vers latins saturniens posaient une énigme linguistique jamais résolue. Je ne sais pas si c'est ce qui a motivé Saussure pour essayer de les résoudre, mais ce que montre le livre de Jean Starobinsky, c'est qu'en 1906, Ferdinand de Saussure commence un travail rigoureux, systématique, de recherche de preuves que les poèmes anciens sont régis par des règles phoniques préétablies qui se surajouteraient aux contraintes bien connues de l'université, à savoir les règles métriques et les règles de rime. Son étude porte également sur les poèmes d'Homère, la métrique védique, les poèmes latins anciens. Ferdinand de Saussure avait eu l'intuition que la méthode linguistique utilisée,
jamais découverte jusqu'alors, consistait à ce que le poète choisisse au préalable un mot thème, s'attache à le décomposer en ses syllabes, phonèmes, pour s'en inspirer, afin d'émettre les idées ou expressions choisies par le poète. Ainsi, c'est sur les morceaux de l'anagramme pris comme base et cadre qu'ont commencé le travail, écrit Ferdinand de Saussure. Pourtant, en 1909, il abandonne relativement brusquement et totalement cette recherche, sur la déception de n'avoir obtenu l'avis, sinon l'approbation de son maître, poète et universitaire Giovanni Pascali. Dans la deuxième lettre et dernière lettre que Ferdinand de Saussure adresse à Giovanni Pascali sur le sujet, de Saussure le questionnait quant à la pertinence universitaire de sa recherche. On y perçoit sa déception au point où il entrevoit la conclusion de son enquête. Ainsi écrit-il : « C'est le jeu naturel sur les 24 lettres de l'alphabet qui doit produire ces coïncidences quasi régulières qui président à ces rencontres de sons qui forment les anagrammes. Ceux-ci sont si fréquents qu'ils ne peuvent pas être seulement les fruits de contraintes préétablies, mais du hasard. » Voilà, quoi. Une sorte de court-circuit, peut-être un peu abusif, de dire que Ferdinand de Saussure était donc bel et bien sur le point de découvrir quelque chose qui était en gestation, à savoir l'inconscient freudien, voire lacanien. Pour l'anecdote, le fils de Saussure, Raymond, fera sa psychanalyse avec Freud. Sans l'inconscient, pas de linguistique. L'inconscient est la condition de la linguistique, nous dit Lacan, page 406. Pour nous, en 2020, le jeu des 24 lettres de l'alphabet, du signifiant sujet pour un autre signifiant, des signifiés de leur infinité de sens, sont devenus familiers. En 1906, pas plus qu'en 1909, Ferdinand de Saussure ne pouvait ignorer le scandale à l'origine du tout est sexuel de Freud dans ce monde victorien, où venaient de se publier les 3 essais sur la théorie de la sexualité en 1905 et le Petit Hans en 1909. C'est-à-dire qu'on est au début de la création de l'inconscient freudien. Voilà. Ça sera tout. Ouais, merci beaucoup, Bruno. Merci. On y reviendra certainement quand on parlera dans la question 3 de la condensation, je pense. Merci. Une personne souhaitait encore présenter quelque chose? Si c'est le cas, on le fait maintenant. Sinon, on fait peut-être juste une petite pause, aération, et puis on reprend. Toi, tu veux dire quelque chose? Alors, viens seulement. Il y a d'autres personnes qui doivent présenter des choses. Il y a aussi Ouais, Don et Marie sur Freud, et puis vous êtes Lydia. La télépathie. Oui, Donc il n'est pas, et Christiane sur les stoïciens, donc ce n'est pas un obstacle à ce qu'on fasse une petite pause maintenant si vous... Bon, on peut... Ou bien on continue, puis on fait la pause après. Puis... Faire un vote à main levée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On finit les présentations, on fait la pause, puis ensuite on se concentre sur le texte, la question. On continue? Oui, mais... Ok. Non, mais enfin, de toute façon... Oui. Alors, qui vient devant? Lydia, peut-être vous avez... Alors, donc je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Hein. Moi, je connais, de la disons pas le signature des livre, choses. mais c'est écrit. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une surprise de découvrir. Et puis, je dois vous dire que je n'ai pas lu. J'ai lu l'introduction parce que j'ai trouvé, en fait, très compliqué et peut-être pas utile de le lire jusqu'au bout. C'est de qui, juste? Jacob Böhm. Jacob Böhm. Jacob Böhm. Alors, par rapport au texte, donc c'est sur la page 404 où la convention dans
avant-dernier paragraphe, dont je vais vous lire la phrase. Personne ne semble reconnaître autour de quoi l'unité se fait, et qu'au temps de quelqu'un où se recueillait la signature des choses, du moins ne pouvait-on compter sur une bêtise assez cultivée pour qu'on lui accroche le langage à la fonction de la communication. Donc c'est vrai que, bon, je me suis dit qu'il faut que j'essaie de comprendre alors de quoi il s'agit. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept, le terme théosophie, parce que finalement Jacob Böhm, il est considéré comme, selon Hegel, le fondateur de la philosophie allemande, mais aussi une figure très importante de la théosophie chrétienne. Donc si on parle de théosophie, c'est une attitude philosophique et religieuse qui signifie étymologiquement sagesse de Dieu. Donc la théosophie date de l'Antiquité. Donc il y a en effet il y a trois types de théosophie qui a distingué la théosophie antique, la théosophie chrétienne avec Jacob Böhm, et la théosophie moderne. Voilà, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, ce que j'ai compris de cet écrit de la signature des choses, je vais vous résumer en fait l'idée principale. Donc, Böhm considère que en fait, sa thèse est pour expliquer la relation entre l'homme et les dieux. Donc, il a la théorie qu'il y a une déité pure qui existe, qui serait l'éternité sans commencement, aussi donc l'infini, aussi le néant, et que cette déité voudrait se réaliser en Dieu, donc apparaître circonscrite en image. Et donc, cette déité voudrait se réaliser comme ça, dans une image de sagesse qui serait Dieu, et qui voudrait s'offrir à la contemplation de l'homme, qui va créer l'homme à son image, pour qu'il puisse se renaître dans l'homme, et ainsi il y aurait finalement l'homme serait symbole de Dieu. Donc quelque part, moi ce que j'ai compris, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialiste de ça, c'est que Böhm est né, Böhm a écrit après Luther, donc on est dans pleine période de réforme, et par rapport à une hiérarchisation de divin jusqu'à l'homme, il les pose pour moi un peu au même niveau. Il dit même que finalement Dieu le divin serait plus parfait dans l'homme. Donc cette déité pure, l'infini, créerait l'homme pour atteindre une plénitude. Alors, ce qui est dit aussi, c'est que toutes choses naissent du désir et de l'imagination, et c'est le désir qui commande l'imagination. Alors, après, il y a plein de choses qui se passent dans le livre. Il y a des arcs, il y a toute une théorie de la création du monde avec la naissance des archétypes. On entre dans une idée aussi de dualisme où il y a toujours le bien et le mal, le froid et le chaud. Voilà, plein de choses que je pense que c'est pas très intéressant pour aujourd'hui. Après, donc par rapport à ça, je me suis dit, il faut que je comprenne finalement
où Böhm apparaît dans l'enseignement de Lacan et pourquoi. Donc j'ai trouvé quelques articles, notamment un de Stoyanov, le titre est Le nœud Böhm-Lacan. Et puis peut-être je vais vous lire deux petits passages. Donc, cet auteur fait référence à un autre article qui s'appelle Lacan et le miroir sophianique de Böhm, qui a été écrit par Danny Robert Dufour, où cet auteur revisite le stade du miroir de Lacan, son historique, ses antécédents et ses implications, notamment hegeliens. Alors, donc, ce qui est cité, c'est que Dufour souligne ce que Lacan trouve chez Hegel via Koyré et Kojève, ce sont pour une partie essentielle les schèmes böhmiens. Donc c'est vrai que moi j'avais l'impression que du coup Böhm avait une importance dans la pensée, puis je me suis demandé finalement Lacan, est-ce qu'il s'est référé plutôt à Koyré, Kojève et Hegel qui ont repris Böhm, ou est-ce que lui-même, est-ce qu'il a lu ou est-ce qu'il s'est intéressé plus que ça vraiment à Böhm? Mais ça, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas réussi à comprendre. Alors, toutefois, ce qu'il omet, donc ce Dufour, c'est l'important passage de leçon du 11 avril 1956 du séminaire de Lacan sur les psychoses, livre 3, où ce dernier se réfère à la notion de signatura rerum, donc à ce livre. Voici ce qui est dit. Dégager une loi naturelle, c'est dégager une formule insignifiante. Moins elle signifie quelque chose, plus nous sommes contents. C'est pourquoi nous sommes parfaitement contents de l'achèvement de la physique einsteinienne. C'est que littéralement, vous auriez tort de croire que les petites formules qui mettent en rapport la masse d'inertie avec une constante et quelques exposants sont quelque chose qui a la moindre signification. C'est un pur signifiant. Et c'est pour cela que grâce à lui, nous tenons le monde dans le creux de la main. La notion que le signifiant signifie quelque chose, à savoir qu'il y a quelqu'un qui se sert de ce signifiant pour signifier quelque chose, s'appelle la signatura rerum. Et c'est le titre d'un ouvrage de nommé Jacob Böhm. Cela voulait dire que c'est justement le nommé Dieu qui est là pour nous parler avec tout ce qui est des phénomènes naturels, sa langue. Alors, ce qui est commenté, c'est que on pourrait penser que du coup Lacan croit en Dieu, alors qu'il ne s'agit de rien moins que du réel en tant qu'il parle signifiant. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme lien vers Lacan. Après, c'est vrai que, bien évidemment, en vous écoutant aussi ce matin, dans la thèse de Böhm, il y a cette idée aussi que, en fait, il reprend la théorie des signes de Paracelse, que je ne vais pas détailler non plus, mais l'idée serait qu'il y a des corps astral, et puis que comme quelque chose, vous voyez, de divin ou d'idéal, et puis qu'il y aurait une image de cela comme une sorte de trace qui serait un peu le monde réel, qui ne serait pas identique à ça, mais qui porterait cette trace en soi, et puis finalement il y aurait l'accomplissement de l'homme en retrouvant cette trace divine en soi, etc., etc. Après, c'est vrai que par rapport à la linguistique, il y a en effet, est-ce que le concept représente la chose, la question de signifiant signifié, mais ce serait pour moi un peu des spéculations et aussi de jeux de... Non, je pense que vous avez entièrement raison de mentionner ce dernier aspect, parce que si on lit bien la phrase, personne ne semble reconnaître autour de quoi l'unité se fait. Là, on parle de quoi? On parle
Lacan est en train de parler du signe saussurien et donc de l'unité signifiant-signifié. Et la question, c'est autour de quoi l'unité se fait. Et donc, personne ne s'en rend compte autour de quoi l'unité se fait. Et donc, et qu'autant de quelqu'un où se recueillait la signature des choses, c'était l'idée de ce qui faisait l'unité du signifiant et du signifié, ce qui en faisait un signe. Donc, c'est tout à fait ça. C'était cette idée que la trace divine se retrouvait dans les choses du monde et que Dieu communiquait ainsi avec les hommes. Donc on avait vraiment quelque chose d'une unité. Et Lacan conclut avec « Du moins ne pouvait-on compter sur une bêtise assez cultivée pour qu'on lui accroche le langage à la fonction de la communication ». Donc c'est vraiment très drôle. Peut-être que Marie et Don l'ont repéré. La phrase « bêtise assez cultivée », c'est le mot de Freud dans Psychanalyse et télépathie. Et donc en fait... Lacan disait qu'avant que les gens soient plus cultivés, ils étaient moins bêtes en fait, en gros. Et donc la bêtise assez cultivée, c'est les sciences humaines, et donc qu'on lui accroche le langage à la fonction de la communication. Depuis qu'on est cultivé, on croit que le langage sert à communiquer. Et du moins du temps de Bohm, on n'avait pas ce qui pour Lacan est vraiment une ineptie de croire que le langage servait à communiquer. On avait plutôt l'idée de la trace divine ou d'une unité donc venue d'un grand autre. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il me semble que ces deux pages-là, elles ont le concept de signe y est vraiment central et l'unité du signe, notamment l'unité du signe. On aura à commenter quand on lira le texte ligne à ligne. Vous avez raison de mentionner les paires signifiantes et tout ce genre de choses parce que c'est vraiment le cœur de l'enjeu, je pense. Merci Lydie. Merci. Moi j'interviens volontiers après Lydia parce que je trouve que ça fait suite par rapport à ce que vous venez de mettre en milieu. Bon alors, n'ayant aucune affinité avec la philosophie, j'ai suivi le conseil Véronique, c'est-à-dire que je suis allée voir sur Wikipédia. Je devais parler des stoïciens au regard de notamment 2 extraits qui sont dans cette question, et il y a une 3e occurrence dans la 2e question. Je vais vous les lire, et mon idée, ça a été de passer en revue sur une page Wikipédia sur les stoïciens, enfin sur le stoïcisme, de quoi ça, enfin, qu'est-ce que je pouvais retrouver dans ce qui décrivait du stoïcisme, qui pouvait s'intégrer en essayant d'en faire sens, enfin d'essayer de comprendre ce que voulait dire Lacan. Ça reste très énigmatique, mais je vais y aller quand même. Donc dans la question 1, il y a 2 passages où Lacan évoque les stoïciens, fait une petite remarque sur les stoïciens. Alors, moi, j'ai imprimé un document que tu nous avais envoyé, René. Donc, c'est page 1, tout ça, c'est pas... Donc, je ne saurais pas remettre. Alors, la première, c'est assez tôt dans la question, c'est le 3e paragraphe. Donc, il dit la linguistique avec... Non, attendez, c'est la phrase d'avant. Partons du terme d'arrivée. Saussure et le cercle de Prague produisent une linguistique qui n'a rien de commun avec ce qui, avant, s'est couvert de ce nom, donc la linguistique. Retrouva-t-elle ses clés entre les mains des stoïciens? Donc, ce que je comprends là, c'est la linguistique de Saussure et du cercle de Prague qui ont rapport, enfin, ou retrouvent leurs clés entre les mains des stoïciens. Alors, c'est ça ou son contraire. Voilà, au niveau de la syntaxe. Mais j'en ai conclu que ça voulait dire ça. Donc, ce qui a à voir avec les stoïciens, c'est la nouvelle linguistique. Et il ajoute cette petite phrase, mais qu'en faisait-il? Bon. Et puis, un petit peu plus bas, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e paragraphe. Il évoque au paragraphe précédent la question justement du rapport signifié-signifiant. Il dit dans le paragraphe qui m'intéresse, ceci implique une exclusion métaphysique
apprendre comme fait de désêtre, donc c'est vraiment la question du rapport du signifié et du signifiant, qui n'est pas un rapport de correspondance. Il ajoute « Aucune signification ne sera désormais tenue pour aller de soi, qu'il fasse clair quand il fait jour par exemple, où les stoïciens nous ont devancés, mais j'ai déjà interrogé à quelle fin ?» Donc à 2 fois, il évoque cette question, mais qu'en faisaient-ils les stoïciens? Donc, il y a l'idée qu'ils ont rapport, pour moi, mais j'irai plus loin chercher dans le texte Wikipédia, avec justement cette question de la disjonction entre signifiant et signifié, cette question de, parce qu'évoquait Véronique tout à l'heure, que j'arriverai pas à redire, mais aussi de ce que disait René, de l'insaisissable de la structure, etc. Bon. Après, il y a une troisième occurrence, c'est dans la question 2, où il dit, je ne sais pas où vous dire, je n'ai pas le texte sous les yeux, ça commence par « Un seul savoir donne la dite effaçon, : la logique pour qui le vrai et le faux ne sont que l'être à opérer d'une valeur. » S'ensuit la phrase suivante. Les stoïciens le pressentirent de leur pratique d'un masochisme politisé, mais ne le poussèrent au point que les sceptiques dussent faire trêve de leur mythique invocation d'une vérité de la nature. Bref, ça a à voir pour moi avec tout ce que, d'une part Véronique, mais aussi René, Lydia juste maintenant, ont mis en exergue de la question de cette dissociation signifiant-signifié, l'énigme de la structure, d'où se loge la structure. Alors, je vais vous citer il y a dans cette page Wikipédia, outre les généralités sur le stoïcisme et les stoïciens, il y a 2 chapitres que j'ai extraits qui me semblaient avoir à voir avec ce qui se dit là dans le contexte de ce qu'évoque Lacan dans cette question. C'est page 427, si jamais la phrase que tu as citée. La dernière. Ok, merci. Donc, alors, juste quelques généralités. Le stoïcisme est une école de philosophie helléniste fondée par Zénon de Kition au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une philosophie de l'éthique personnelle, ça me paraît, c'est quand même important à souligner, influencée par son système logique et ses vues sur le monde naturel. Selon les enseignements du stoïcisme, en tant qu'êtres sociaux, la voie de l'eudémonia, c'est donc le bonheur, la prospérité pour les hommes, consiste à accepter le moment tel qu'il se présente, à ne pas se laisser contrôler par le désir du plaisir ni la peur de la douleur, utiliser son esprit pour comprendre le monde et à faire sa part dans le plan de la nature et travailler ensemble et traiter les autres de manière juste et équitable. Bon, voilà. Ensuite, le stoïcisme, ça me paraissait aussi intéressant à quel moment il prend de la place dans l'histoire de la philosophie au regard de la place aussi qu'occupe notamment la question du christianisme avec la croyance en Dieu. Donc il dit, le stoïcisme s'épanouit dans la Rome antique et la Grèce romaine jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Le dernier grand philosophe stoïcien de cette période est l'empereur romain Marc Aurèle. Il ajoute, enfin c'est noté, je ne sais même pas qui c'est, le stoïcisme se fait moins présent après que le christianisme fut au IVe siècle devenu religion d'État, et il reconnaît un regain d'intérêt notable à la Renaissance, à l'époque contemporaine aussi. C'est le stoïcisme moderne. Et là où j'ai mis en exergue ce rapport entre la place que prend le stoïcisme et la religion, c'est, me semble-t-il, pour dire que la croyance que ça a rapport, enfin, là où il y a croyance en Dieu, c'est-à-dire en un autre, en une vérité, le stoïcisme qui relève d'une autre logique, mes mots sont maladroits, mais voilà, il y a quelque chose d'une antinomie, l'idée que le stoïcisme oriente les choses, avec cette notion de l'éthique, du côté de l'homme plus que d'une divinité. Voilà. Alors, un petit paragraphe dont j'ai extrait certaines choses. Le premier, c'est la causalité et le destin.
Je dis ça parce que si vous voulez, sur cette page Wikipédia, il y a des sous-catégories, il y a donc notamment celle-ci, où il parle du rapport entre la théologie et les stoïciens. Donc la théologie divise stoïciens et épicuriens. Les dieux existent chez les épicuriens, ils sont matériels et confinés dans des arrière-mondes. Le stoïcisme, lui, est plus un panthéisme. Alors, c'est une notion que je trouve complexe, mais il me semble qu'il y a à voir avec ce que relevait Lydia tout à l'heure chez cet auteur, à savoir que c'est une doctrine, le panthéisme, c'est une doctrine philosophique selon laquelle Dieu est tout. Le panthéisme se distingue du monothéisme en considérant que Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde, mais il est l'intégralité du monde. Cette conception est appelée l'immanence, par opposition à la transcendance du Dieu créateur monothéiste. Voilà. Donc ça me paraissait intéressant par rapport à cette question où c'est moi qui, parce que j'essaie de trouver du sens, fait lien avec tout ce développement autour de la question de la linguistique, signifiant, signifié, intentionnalité, ou je ne sais plus comment tu disais, Véronique, oui, l'intentionnalité, enfin, où il fait déconsister tout ça à travers cette question de la linguistique. On peut résumer peut-être ce point que j'ai fait tout à l'heure avec cette magnifique phrase à la page 404, c'est le quelqu'un dont l'ombre occultait l'entrée dans la linguistique. C'est ça. Voilà, donc, ok. L'idée qu'il y a quelqu'un, c'est l'obstacle à voir la structure. Voilà. Donc, si on revient à la question de la causalité, dans le paragraphe c'était causalité et destin, selon le panthéisme, l'ordre de la nature est du registre d'une suite de causalité, c'est un ordre de la nécessité. Ça aussi, ça me paraissait intéressant par rapport à ce que tu dis, il n'y a pas de personne, mais il y a aussi quelque chose d'une nécessité, d'un insaisissable. Voilà, c'est un peu des raccourcis que je fais, mais j'arrive pas à faire autre chose. Bon, le deuxième paragraphe, alors, complexe, c'est la division de l'être. Alors, je ne sais pas si je vais le lire, dites-moi, mais il y a l'idée... Bon, je vais quand même vous le lire, après vous m'arrêtez si vous trouvez que ce n'est pas intéressant. Ça a à voir avec la question plutôt de comment il dit dans son... Le manque à être, c'est où la phrase où il parle du manque à être ? Du désêtre. Ceci implique une exclusion métaphysique à prendre comme fait de désêtre. Bon, il me semble que ça a à voir avec ça. Je vous lis. Donc, division de l'être. On admet généralement que les stoïciens divisent les choses en existant et subsistant. Et dit quelque chose, tout ce qui dans la nature existe ou n'existe pas. Le quelque chose a pour contraire les non quelque chose, c'est-à-dire selon les stoïciens, les universaux. Je ne sais pas si je vous ai déjà perdu, mais je m'accroche. Tous les existants sont des corps. Au genre des non-existants appartiennent les incorporels et les choses qui sont dans l'esprit formées faussement par la pensée, comme les centaures, les géants et d'une manière générale, tout ce qui fait impression sur la faculté directrice sans avoir de substance. Donc il y a quelque chose comme un effet. Il n'y a pas de substance, mais il y a l'idée d'un effet. Et ces incorporels sont dits subsistants, car, par exemple, une fiction dans l'esprit n'a de réalité que dans la pensée. Bon. Ce qu'il dit encore, parce alors il parle des corporels et des incorporels. Ce qu'il dit encore, il dit qu'il y a 4 types d'incorporels, le disciple, le vide, le lieu, le temps. Bon, voilà, des éléments de la structure, enfin, voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le premier Lacan s'appuie sur les avancées de la linguistique, Jacobson, Saussure, etc. Et le tournant que Lacan prend, en prenant ses marques, ses distances vis-à-vis de cette linguistique-là, lui fait opérer un effet retour sur la réflexion des stoïciens sur la langue.
Alors Et j'ai essayé de quand il trouver, dit qu'en ouais. faisait-il, ça implique la bien langue. que lui va en faire quelque chose, en tout cas, de leur questionnement sur... Alors moi, le qu'en la langue. faisait-il, je me suis demandé si ça renvoyait à ce qu'il dit dans la troisième occurrence, un masochisme politisé. C'est toute la question de la morale. Voilà, je me suis demandé si la réponse qu'en faisait-il, c'était pas ça. Mais voilà. Bon, pas pu faire mieux. C'est dans la question Ça 4, m'ennuie. mais après c'est très compliqué parce qu'il y a la question de l'effacon La question 2. que tu as mentionné de Oui. l'effacon, ce Ouais. néologisme un peu bizarre qui indique qu'il faut s'effacer. Enfin, il y a un effacement de la personne pour qu'il y ait des façons du vrai, comme on trace ça un peu plus avant. Il y a peut-être juste encore une phrase que j'ai ajoutée qui me paraît aussi intéressante. C'est puisque chez les stoïciens l'existence est corporelle, ils parlent des existants et des subsistants, et que ce qui agit sur un corps est un corps, l'action est la propriété des corps seuls. La vertu et le savoir sont ainsi des réalités corporelles. Cette ontologie pose quelques problèmes, ça c'est, je ne sais pas si c'est lui qui dit, pour expliquer l'action causale d'un incorporel sur un corps. C'est où cette phrase? C'est dans la page de Wikipédia. Mais Voilà, ça vaut ce que ça C'est vaut, écrit par un Wikipédia. C'est toi qui m'as dit d'aller lire sur Mais Google. de toute façon, il revient à page 409 un peu sur la question des stoïciens et dans la deuxième question, sur l'incorporel. Et puis je trouvais surtout que pour Lacan, les choses, pour les stoïciens, les choses parlées sont corporelles. Parce qu'il y a cet effet. Et là, on entend quelque chose de Lacan, puis l'incorporel, le temps, le vide, le lieu, le sens. Ces incorporels, enfin cette articulation entre quelque chose qui est pas de l'ordre des corps. Enfin, ce qui est précieux chez les stoïciens, c'est d'avoir fait cette distinction, cette perception entre quelque chose de corporel qui a des effets sur d'autres corps, et la langue, la chose parlée, ils disent comme ça plutôt, la chose parlée est du registre du corporel. Oui. Et puis là, vous l'avez à la page 409, enfin, Ouais. mais ça, on reverra Ouais, plus tard. ouais. Voilà. Il y avait encore sur le... Excuse-moi, René, Hein? juste une chose. Oui, vas-y. Peut-être une chose importante, on peut en lien avec ce texte par rapport aux stoïciens, c'est qu'avec eux, on est plutôt dans une logique de l'action, c'est-à-dire, ils présentent après, ils disent s'il fait clair, il fait jour, on s'en fiche s'il fait jour ou pas, c'est-à-dire au niveau de la réalité et tout, mais c'est plutôt s'il fait jour, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est-à-dire l'action par rapport juste à ce qui est dit. Et entre guillemets le contenu, c'est-à-dire il fait jour et tout, on s'en fiche de ça. Je pense C'est que vrai qu'il y a quelque ça. chose En fait, qui on peut sortait le- du côté de l'action. On peut le résumer avec, dans les mots de Jean-Claude Milner, à la page 220, je vous lis tout le paragraphe. En isolant le terme signifiant, Lacan accomplit un geste de grande conséquence, l'arrachant à la symétrie, donc, dont a parlé notamment Lydia, qu'on retrouve dans les René, n'est-ce pas? Il en thématise explicitement la forme active. Il rend à celle-ci sa portée propre, loin que le couple actif-passif serve de simple support à la symétrie. Donc c'est sortir de la linguistique fondée sur la symétrie. Il érige en concept le signifiant comme action pure. Voilà. À cette lumière, on peut et doit reprendre l'injonction du programme, ne considérer un élément quelconque que sous l'angle des propriétés minimales qui en font l'élément d'un système, donc que tu mentionnais au début. Cela s'interprète désormais, donc l'apport des stoïciens se résume dans cette phrase, ne considérer un élément quelconque que sous l'angle de l'action pure qui en suscite les propriétés minimales non quelconques. Donc c'est vraiment considérer le signifiant sous l'angle de l'action pure, et pas du tout comme faisant partie d'un système d'opposition binaire, De réciprocité, de actif, réciprocité, passif, de symétrie, de voilà. cuit, de jour-nuit, D'accord. donc le signifiant sous l'angle de l'action pure. Donc ça c'est le deuxième accent que Lacan prend. Merci beaucoup Christine. Il nous reste Freud. Là on peut peut-être quand même faire une pause. Fais une pause café. Après on reprend avec Freud. Ça marche.
sollicite nous, enfin moi je c'est par rapport à une référence de lien avec le texte. Mais c'est je crois aussi l'apprentissage de cette appli, mais c'est de le faire prendre moins. GSL prochaine fois, parce que je demande aux gens d'étudier les références. En fait, on présente la question et au moment de la référence, on demande à quelqu'un d'élaborer la référence de manière brève. Voilà, c'est plus simple. Voilà, c'est plus simple. Par rapport à... Sinon ça prend tout le temps. Par rapport à Coiré, j'en parle. Donc on peut pas. De toute façon, les stoïciens, c'est dans le deuxième chapitre, la deuxième question. Enfin, il y a des choses qui. Je ne sais pas si c'est exactement la même ligne. Je crois que c'est aussi la formation de ce qu'on appelle l'éthique. Enfin, je crois que c'est d'accord ça part participer aussi de se former à lire.